Cette réunion, elle intervient donc au lendemain du rejet par Moscou du plan de paix présenté par les Européens. C'était donc hier. On vous retrouve à Washington, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu, alors que l'ultimatum de Donald Trump, fixé, on le rappelle, au 27 novembre, est désormais caduc, n'a pas produit les effets escomptés, c'est ce qu'on comprend tous. Est-ce que Washington change de stratégie ou de calendrier ? Alors, en réalité, l'ultimatum fixé par Donald Trump au 27 novembre s'est évanoui, c'est vrai, et sans produire le moindre effet concret. Mais j'ai envie de dire un peu comme d'habitude, je dirais que ce n'est pas une première. Rappelez-vous, après la rencontre en Alaska l'été dernier, la Maison-Blanche avait aussi fixé un rendez-vous diplomatique qui n'avait strictement jamais été honoré. Et d'ailleurs, la diplomatie russe n'accuse généralement même pas réception de ce qui normalement, en tout cas à une autre époque, aurait eu valeur de ligne rouge. Mais sur le fond, la pression américaine reste la même. Le président continue de marteler que Moscou et Kiev doivent avancer vers un accord et que les Européens doivent faire davantage, je cite, entendez par là, contribuer plus financièrement en s'adressant au seul marché de l'armement réellement capable de répondre aux besoins de l'Ukraine, c'est-à-dire en achetant avec de l'argent européen des armes américaines. Mais ce qui a un peu changé, c'est la méthode quand même. Donald Trump a essayé d'abord d'amadouer Vladimir Poutine, on s'en souvient, en se basant sur la nature des échanges qu'il a pu avoir à une époque avec lui, durant la campagne présidentielle notamment, et qui, c'est vrai, étaient chaleureux, ces échanges, cette relation. Le président américain a d'ailleurs mis du temps à réaliser que son homologue russe pouvait accepter cette amitié sans modifier d'un degré son plan d'attaque et même sa vision de ce que doit être la Grande Russie. Puis, on a vu un Donald Trump plus menaçant, progressivement, considérant que la première puissance mondiale ne pouvait quand même pas se laisser balader comme ça. Et là non plus, la position du Kremlin n'a pas changé. Alors, l'impression qui domine ici, et c'est que la seule urgence qui compte pour Donald Trump, c'est en fait de pouvoir rapidement accrocher l'Ukraine au tableau de chasse de ces conflits réglés. Et peu importe comment. Le plan en 28 points que vous avez fort justement décortiqué à l'instant est rédigé en quelques jours, n'est rien d'autre que l'énumération des demandes formulées par Moscou depuis 3 ans en fait. Il était donc tout à fait logique que les Européens considèrent ce plan comme une capitulation, ni plus ni moins, qui, c'est vrai, donne immédiatement l'impression d'avoir été rédigé par Moscou. Plusieurs parlementaires américains, d'ailleurs, semblent découvrir que c'est finalement bien le cas, et même très concrètement, il pourrait s'agir d'un texte russe, tout simplement traduit en anglais. Cela reste à confirmer. Et donc, le signal envoyé est celui, concrètement, d'une Amérique qui ne s'éloigne pas de son objectif, mais accepte de l'aborder autrement, qui essaye encore autre chose, en laissant un peu d'air au processus et sans renoncer totalement au rapport de force quand même. Mathieu, les discussions ont lieu désormais, on le sait, à Abu Dhabi. Discussions entre Russes et Américains seulement. Oui. Dan Kane, adjoint de l'armée de terre au département de la Défense, est sur place. Ça nous dit quoi du format de ces discussions ? Est-ce qu'on a basculé vers quelque chose de plus secret ? C'est comme ça qu'on peut le qualifier ? Oui, Dan Kane est effectivement impliqué puisqu'il est chef d'état-major des armées, et Dan Driscoll, l'adjoint terre, effectivement, on va en parler dans une seconde, est également impliqué. C'est un acteur de plus en réalité parmi plusieurs acteurs américains qu'on va évoquer. Le départ des négociateurs de Genève que vous évoquiez vers Abu Dhabi marque un tournant discret mais important dans le processus. Ça, c'est une certitude. Ce choix n'a d'ailleurs rien d'anodin. Abu Dhabi offre un environnement plutôt neutre, ultra sécurisé, ça c'est certain. Et surtout, il éloigne les Européens, encore une fois, de la négociation. C'est dans ce contexte que s'inscrit la présence de Dan Driscoll, le secrétaire de l'armée américaine, dont la participation a été confirmée, vous l'avez dit, par plusieurs sources ici à Washington. Sa simple arrivée indique que les discussions ne sont plus au stade de la préparation, mais qu'elles touchent désormais au cœur des enjeux militaires du futur accord. Concrètement, ça signifie que les dossiers qui arrivent sur la table ne sont plus seulement politiques, mais techniques. Le plan de découpe de l'Ukraine, élaboré par des agents immobiliers new-yorkais, pardon pour l'expression, est désormais entre les mains d'un militaire qui va négocier hectare par hectare ce qui sera abandonné à la Russie. Et on parle donc du seul sujet qui compte finalement, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce dont Volodymyr Zelensky est
les soldats ukrainiens, ces garçons qui meurent tous les jours, ne démordent pas. Il est déjà question de lignes de retrait, de garanties de sécurité, vous les avez évoquées à l'instant, des mécanismes de vérification et donc, pour dire les choses, de la présence ou non de forces européennes sur le terrain, puisque concrètement, les seuls à pouvoir garantir le respect d'un cessez-le-feu, ce sont les troupes de la coalition des volontaires. Driscoll n'est pas un diplomate de cabinet. S'il est là, c'est que les Américains veulent verrouiller les aspects opérationnels avant de repasser la main aux négociateurs politiques. Voilà pour cette large page consacrée à l'Ukraine. Merci Mathieu et merci David pour vos explications.